Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme on présente aujourd'hui quelques notions clés de l'éthique, je me suis chargé de vous parler du lien, comme a dit gentiment Léo Coutelec. Et j'avoue que j'avais un peu du mal à choisir l'angle par lequel prendre ce sujet, qui est un sujet très vaste, parce que quand on parle du lien, ça veut dire qu'on s'interroge sur la question du social par excellence, sur notre façon de vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui fait que nous tenons ensemble? Parce qu'on est tous d'accord que lien ou le lien, c'est uniquement une métaphore. Il n'y a pas de lien physique. Il n'y a habituellement pas de lien, pas de corde ni de sangle qui attacheraient les uns avec les autres. Donc qu'est-ce qui fait alors que nous ne sommes pas uniquement une masse d'individus isolés qui essayent de se prendre en main d'une manière ou d'une autre? Comment ça se fait qu'on n'est pas des individus isolés sans aucune cohérence? On voit dans ces quelques questions déjà que le sujet est très vaste et qu'il existe dans l'histoire de la philosophie, par exemple, une multitude d'essais de répondre à ces questions. Donc, quoi faire? J'aurais pu donc choisir une sorte de voie encyclopédique, c'est-à-dire une brève présentation plus ou moins complète de toutes les réponses à ces questions qui ont été données en commençant par Platon et ses idées de la République, ou bien Aristote et sa triple conception de l'amitié, qui est partagée en les amis utiles, les amis de plaisir et les amis de caractère. J'aurais pu aussi vous parler de Hobbes et de ses réflexions sur la légitimité de l'État sous les conditions d'un pluralisme éthique, à savoir d'une multiplication de visions de la vie bonne. On connaît tous l'idée du lien contractuel chez Hobbes et ses réflexions sur la transition de ce fameux état de nature, la guerre de tous contre tous, vers un état de culture où les individus auraient cédé une partie de leur liberté pour être protégés par le souverain. C'est ce dernier, donc le souverain chez Hobbes, qui fait le lien entre les individus qui, quant à eux, ne chercheraient à maximiser leurs avantages et leurs plaisirs et ne reculeraient devant rien pour y arriver. Et cette idée de contrat, on la retrouve bien évidemment aussi chez Rousseau, sauf que Rousseau ne part pas de l'idée d'une guerre de tous contre tous, mais de l'individu dans un état, on pourrait dire, d'une sorte de modération heureuse, content de vivre et de jouir de sa liberté. La question qui intéresse Rousseau est justement liée à un paradoxe, si j'ose dire. L'individu, pour Rousseau, il naît librement ou libre, et la question c'est comment peut-il se lier avec les autres sans perdre sa liberté? La réponse de Rousseau est différente de celle de Hobbes, alors qu'il retient également cette idée du lien contractuel. L'individu ne cède pas à sa liberté pour se faire protéger par un souverain et ainsi gagner la liberté d'une vie tranquille. Pour Rousseau, l'individu participe en tant que citoyen à la réalisation de la volonté générale et est ainsi une partie intégrante de la souveraineté. J'aurais pu aussi choisir une approche particulière du lien. En philosophie, par exemple, celui qu'on nomme conflictualiste. J'aurais pu commencer par Karl Marx et son idée de la lutte des classes, en passant par Friedrich Nietzsche qui parle des effets bénéfiques de la compétition permettant à la fois
de lier les individus et aussi en même temps d'exposer la singularité de chacun. Et j'aurais pu terminer avec, par exemple, Jacques Rancière et l'idée de la mésentente. Pour Rancière, le lien social n'est pas donné une fois pour toutes, mais est justement objet de litige. J'aurais pu faire tout ça, mais j'avoue que ce n'est pas uniquement mon temps de parole qui est compté, mais aussi mes compétences en philosophie politique qui sont très limitées. Donc je n'aurais pas osé entreprendre une telle parcours. Comme je suis sociologue de formation, j'aurais pu restreindre l'approche encyclopédique à ma propre discipline pour vous parler du lien et plus précisément du lien social. Comme l'a dit le sociologue Patrick Farreau, je cite, « Le lien social pourrait en effet être considéré comme l'objet unique de la sociologie, puisque la question centrale de cette discipline concerne certainement la nature du lien ou les relations entre les hommes. » Fin de la citation. Pardon. Donc cette notion de lien social issue de la tradition durkheimienne comporte une dimension morale et nostalgique qu'on ne retrouve pas dans la notion de société. Parler du lien social, c'est valoriser avant tout les relations directes, de proximité, de personne à personne. Pour citer encore une fois Patrick Farreau, le lien social pourrait ainsi être considéré comme le bien social par excellence, parce qu'il semble bien d'être lié, d'être ensemble, et mal de ne pas l'être. Fin de la citation. Donc, dans la suite, j'aurais pu vous parler d'Émile Durkheim, qui s'est interrogé sur les fondements du lien social dans la société moderne. Dans le préface de la première édition de sa thèse de la division du travail social, il pose la question suivante, je cite, « Comment se fait-il que, tout en devenant plus autonome, l'individu dépend plus étroitement de la société. » Donc, autrement dit, si l'individu moderne se libère de plus en plus des contraintes de la société traditionnelle, forme-t-il encore une société avec les autres individus et si oui, comment? Alors la réponse que donne Durkheim, peut-être vous avez déjà entendu parler des deux formes de solidarité que distingue Durkheim, à savoir la solidarité mécanique qu'on trouve après lui dans les sociétés traditionnelles et la solidarité organique de la société moderne. Donc la première, la solidarité mécanique, se base sur le partage de mêmes sentiments, sur l'obéissance aux mêmes croyances et sur l'adhésion aux mêmes valeurs. Je cite Farreau, « La conscience commune se manifeste par des sanctions répressives diffuses et organisées qui punissent les offenses subies par cette conscience collective. » Fin de la citation. La solidarité organique, quant à elle, est basée sur l'interdépendance des fonctions. Les individus, aussi différents soient-ils les uns des autres, occupent une position sociale précise au sein d'une division du travail permettant à faire marcher le corps social, dit Durkheim. Donc la métaphore du corps est très parlante. Contrairement à la société traditionnelle, Durkheim dit que la société moderne est constituée, je cite, par un système d'organes différents dont chacun a un rôle spécial et qui sont formés eux-mêmes de parties différenciées. Fin de la citation. Donc c'est l'aspect fonctionnel qui a animé Durkheim à défendre l'hypothèse que, je cite encore une fois, tout accroissement de l'activité fonctionnelle détermine un accroissement de solidarité. Fin de la citation. Donc, autrement dit,
Durkheim défend l'idée que l'évolution et la complexification sociale, pour le dire autrement, le progrès social, ou le progrès plutôt, auraient un caractère nécessairement bénéfique. Une version plus récente de l'approche durkheimienne du lien social se trouve chez le sociologue français Serge Pogam, qui a beaucoup travaillé sur le phénomène de l'exclusion ou, comme ils le disent, la disqualification sociale et donc la crise du lien social. Pogam distingue 4 liens intégrateurs, comme il dit. Le lien de la filiation, donc l'ascendance et la descendance, donc en gros la famille. Le lien de la participation élective, donc des liens qu'on choisit, comme c'est le cas dans l'amitié, basés sur l'affinité qu'on a les uns avec les autres. Le lien de la participation organique, donc là il reprend les notions de Durkheim, donc il pense au monde du travail, qui procure une utilité sociale pour l'individu et les fonctions qui sont basées sur la complémentarité. Et enfin, le lien de citoyenneté qui est basé sur les droits. Donc tous ces liens ont 2 fondements communs, nous dit Pogam, la protection et la reconnaissance. Chaque lien procure certains droits. Donc on peut compter sur sa famille, ses amis, le contrat de travail ou bien l'État de nous venir à l'aide dans les moments où on a besoin. Et même il y a un droit, c'est-à-dire moral et ou juridique, de réclamer leur soutien dans certaines situations. Et chaque lien est aussi lié à un type de reconnaissance. Donc on compte pour notre famille, nos amis, nos collègues de travail, notre entreprise, on compte pour l'État. C'est-à-dire donc le lien est source d'une valeur qui nous sera accordée. Ces liens ne sont pas donnés pareil une fois pour toutes, mais sont vulnérables et peuvent se rompre. Et ce que Pogam appelle donc la disqualification sociale, les ruptures peuvent être cumulatives. Donc pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'une crise du lien social ? Quand on regarde par exemple les sphères dans lesquelles Pogam localise les liens différents, donc la famille, les amis, le voisinage, on peut parler de ça aussi, les collègues de travail, la citoyenneté, on peut par exemple penser à une déstabilisation de l'institution famille traditionnelle. Si on pense par exemple au taux de divorce, mais aussi à la multiplication des formes de la vie amoureuse. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit parler d'une crise ou est-ce qu'on doit parler d'une transformation de ces liens ? On peut penser à la croissance de l'isolement des personnes âgées qui, très souvent, est liée au fait que leurs enfants vont aller travailler à l'autre bout du pays, parfois dans d'autres pays, donc une mobilité demandée par le marché du travail, donc qui fait que très souvent les personnes âgées ne peuvent plus compter sur ces liens de solidarité de la famille. Mais on peut aussi penser à un désinvestissement de la sphère politique si on pense par exemple au taux d'abstention pendant les élections. Donc toutes ces tendances peuvent être interprétées comme un affaiblissement ou une crise du lien social ou bien dans une approche un peu moins pessimiste, on va dire, comme une transformation. J'aurais pu aussi vous parler de Robert Castel qui, dans son ouvrage « Les métamorphoses de la question sociale », a développé un modèle de 4 zones différentes, à la fois la zone d'intégration où on est intégré dans le marché du travail et dans un réseau très stable de relations, de sociabilité, etc.,
jusqu'à la quatrième zone, c'est la zone de désaffiliation donc finalement est à la fois caractérisée par un manque de travail et un manque de relations sociales. Mais au lieu de vous parler de Durkheim, de Pogam, de Castel, de la solidarité organique, de la crise du lien social, j'aurais pu aussi vous parler de Georg Simmel, déjà parce que j'adore de parler de Georg Simmel. Simmel, je peux écrire en gros. Est-ce que je peux me déplacer avec ce truc? Alors, vous voulez tous les noms? Toutes les noms? Ah, tu me suis? Alors, Émile Durkheim, Serge Pogam, Robert Castel et Georg Simmel. Et je vais déjà écrire un nom que je n'ai pas encore cité, comme ça je ne me lève plus. Thierry Pacaud. Voilà. Thierry Pacaud. C'est bon? Tout est illisible? Très bien. C'est une petite... tu coupes ça, hein? Tu coupes ça. Ah oui, Patrick Farreau, merci beaucoup. Très bien, très bien. Tu coupes ça aussi, hein? Alors, Simmel, pour reprendre ma petite liste, n'a pas explicitement utilisé le terme du lien social, mais il a utilisé l'image du lien. Alors, sans cesse, nous dit Simmel, la socialisation se noue et se dénoue pour se renouer à nouveau. Il s'agit d'un perpétuel écoulement et d'une animation qui relie les individus, même là où l'on ne relève pas des organisations véritables. Fin de la citation. Donc il pointe l'importance de l'acte performatif qui construit et défait le lien social. De plus, on pourrait voir la dernière partie de la citation comme une critique implicite contre l'approche de Durkheim, parce que la version de Durkheim de la solidarité organique laisse justement entendre que les liens de l'individu moderne seront plus ou moins exclusivement des liens réglés formellement, organisés formellement au sein d'une division du travail, que l'individu compte en tant que membre de la société uniquement en tant que membre d'un système d'organes différents dans lequel il a un rôle très spécifique. Et c'est bien cette tradition durkheimienne qu'on retrouve et qui se perpétue dans les approches de Pogam et de Castel et l'importance que ces auteurs accordent au monde du travail. Simmel s'intéresse cependant aux formes microscopiques, on peut dire, du social, c'est-à-dire des scripts très souvent implicites qui permettent de faire un pont entre les individus isolés. L'œuvre sociologique de Simmel peut être comprise comme une collection de formes, une description des configurations potentielles que les hommes peuvent établir les uns avec les autres. Dans son œuvre, on trouve des textes sur le conflit, sur l'assistance et la liaison dialectique entre l'aidant et l'aidé, sur la gratitude, sur le secret et ou sur la confiance. Je pense que Léo va sans doute citer Simmel tout à l'heure. Interdit. Donc le lien social n'est pas, encore une fois, donné une fois pour toutes, mais doit être compris comme un processus permanent
composé de deux capacités spécifiques à l'homme, selon Simmel, liées et séparées. Donc cette réciprocité dialectique de liaison et de séparation, Simmel l'a très bien illustrée dans un texte qui s'intitule « Pont et porte ». Pour faire le lien entre deux rives, il faut d'abord la capacité de les percevoir comme séparées. C'est uniquement comme ça que la volonté de les lier puisse naître. Et de manière égale, pour séparer deux choses, il faut d'abord que l'esprit a construit le lien qui existe entre elles. Dans cet article, donc, Pont et porte, il rend hommage aux premiers humains qui ont tracé un chemin reliant par cette aventure pas encore entreprise deux endroits, deux groupes, deux idées, etc. Donc, Simmel constate que, je cite, « la porte devient alors l'image du point frontière où l'homme, en permanence, se tient et peut tenir. » Fin de la citation. Le pont, lui, symbolise, rassemble en un lieu ce qui jusqu'alors était dispersé. La porte sert de seuil entre deux univers, tandis que le pont fabrique un univers. Et donc le philosophe Thierry Pacaud synthétise le texte Pont et porte de Simmel ainsi, je cite, « Que chaque individu transporte ses frontières à même sa peau et aussi dans sa tête, les habitus, les préjugés, les valeurs de son groupe, de sa classe d'âge, de son genre, de sa langue. Il est donc un être frontière dont la particularité consiste justement à ne pas avoir de frontières, c'est-à-dire à toujours modifier sa situation selon l'état de ses relations. Il se délie pour se lier sans fin, passant ainsi en permanence les frontières qu'il édifie pour aussitôt les franchir. Le destin humain repose sur ce paradoxe, se délimiter pour s'illimiter. » Fin de la citation. Bref, donc j'aurais pu choisir tous ces chemins pour aborder le lien. Les chemins bien tracés et qui ne présentent aucune aventure. Mais il y a plusieurs arguments qui m'ont dit que ça ne serait pas adapté d'emprunter ces chemins. J'ai déjà parlé de mes compétences réduites en termes de philosophie politique. De plus, le cadre d'une journée de présentation de plusieurs notions ne permet pas, à mon sens, l'exhaustivité. Et enfin, en tant que chercheur en sociologie, et notamment en tant qu'observateur du quotidien, j'essaie toujours d'ancrer mes réflexions dans l'expérience, de faire le lien entre la théorie et l'empirie, ou peut-être simplement parce que j'aime bien me lancer dans une aventure. C'est pour toutes ces raisons que je voudrais proposer la façon suivante pour aborder la question du lien. Pour répondre à la question « Qu'est-ce qui fait le lien entre nous ?», je vais passer par la perte. La perte d'un proche, d'un animal de compagnie, ou bien la perte de n'importe quel type d'objet. On peut, de manière provisoire, nommer perte la dépossession involontaire d'une chose ou d'un être vivant auquel nous accordons une valeur et, c'est important, pour lequel il n'y a pas de substitut commensurable. Dans cette définition, nous voyons déjà que la question de la perte est liée à la question de la remplaçabilité, ou plutôt de l'irremplaçabilité, de l'objet perdu.
Et ceci renvoie à l'idée de la pièce unique en art, par exemple, l'œuvre qu'on ne peut pas remplacer par une œuvre qui serait uniquement une reproduction de celui-ci. À la reproduction manque l'aura, comme dit le philosophe Walter Benjamin. Je ne vais pas noter ça, Walter Benjamin. Donc, c'est-à-dire le lien qui se manifeste entre l'œuvre authentique et l'histoire et le contexte de sa production, l'effet de sa survenue. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre ma remarque de tout à l'heure quand j'ai parlé de la soi-disant crise du lien social. On peut bien sûr constater la crise de l'institution famille et du lien de solidarité qui en découle, mais on peut aussi constater une transformation beaucoup moins alarmante des relations intimes, des façons de vivre l'intimité et l'amour aujourd'hui. Donc une pluralisation des choix de vie. Aujourd'hui, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que je souhaite vivre avec mon partenaire sous le même toit ? Une question inimaginable il y a encore quelques années. On peut se poser aujourd'hui la question, est-ce qu'on va se marier ? Est-ce qu'on va se paxer ? Est-ce qu'on va vivre uniquement ensemble sans formaliser ce lien par un acte administratif ? Pareil, des questions qui ne se sont pas posées il y a encore quelques décennies. Donc, comparé avec ces questions de transformation, la perte serait cependant la disparition d'un objet auquel on accorde une valeur sans qu'il y ait la possibilité de le remplacer et ou de le retrouver. La crise du lien social aurait donc son origine pas dans une transformation, mais dans une potentielle irremplaçabilité ou bien une non-appropriabilité, si vous me permettez ces constructions de mots. Donc comment suis-je arrivé à l'idée de parler du lien en passant par la perte ? Alors depuis, peut-être certains d'entre vous le savent, depuis un petit moment, je m'intéresse à une stratégie informelle de réappropriation d'un objet perdu, à savoir aux avis de recherche d'objets ou d'animaux de compagnie perdus qu'on trouve partout dans la rue. Ces papiers sur lesquels on trouve habituellement un titre du style « perdu »,« chat perdu »,« chien perdu »,« perdu de nouveau »,« perdu doudou »,« furette perdue », j'ai aussi trouvé, « besoin d'aide »,« montre femme perdue » et ainsi de suite. Tous ces papiers sont un élément assez banal de nos quartiers d'habitation qui sont affichés par des particuliers dans l'espace public. Donc je ne m'intéresse pas aux interpellations de la population par l'autorité comme la police, parce qu'il y a aussi bien sûr des avis de recherche rédigés par la police, mais les avis de recherche dont je parle sont affichés pas de la même manière. Vous voyez bien le scotch marron, les pochettes plastifiées, etc. Et ce ne sont pas non plus les mêmes endroits où on trouve ces avis de recherche. Donc, par exemple, les lampadaires, les armoires électriques, etc. Donc, c'est, si j'ose dire, l'interpellation du perdant qui m'intéresse, la stratégie de réappropriation de l'objet perdu, l'initiative entreprise pour renouer le lien rompu par la perte. Cette stratégie témoigne du fait qu'on ne laisse pas simplement tomber l'affaire ou qu'on remplace l'objet par un nouvel objet. Les avis de recherche témoignent du fait que les êtres vivants, mais aussi les objets, n'ont pas toujours le statut d'un bien marchand. Donc l'étude des avis de recherche revient donc à une étude d'une sphère sociale qui échappe, partiellement en tout cas, à la logique économique du rendement et de l'utilité.
Comparé avec les avis de recherche de la police, les avis de recherche qu'on peut aussi nommer avis sauvages s'adressent à une micro-entité sociale qui est à la fois diffuse et restreinte parce qu'il s'agit d'une interpellation du monde de la vie résidentielle du perdant et en même temps celle des personnes fréquentant régulièrement ou pas l'endroit où l'objet a été perdu, donc des inconnus, donc à nous tous. Finalement, toute personne croisant l'avis de recherche est ainsi interpellée comme aidant potentiel, comme quelqu'un à qui on accorde à la fois la capacité, mais aussi la confiance de retrouver l'objet et de le ramener au perdant. Et en lui donnant quelques indices, donc une photo par exemple, ou l'indication du lieu de la perte, le nom du chat ou du chien, on espère d'augmenter la probabilité qu'il le retrouve. Ainsi, ces avis de recherche témoignent d'une solidarité entre citoyens présumée et, si on creuse un peu, aussi d'une solidarité pratiquée. Parce qu'il y a à la fois des gens, ce qui est intéressant, des gens qui appellent les numéros qui sont affichés sur les avis de recherche sans avoir retrouvé l'objet, juste pour témoigner la compassion avec la personne, avec le perdant. Et aussi, il y a des avis de retrouvailles, si vous voulez. Donc des gens qui ont retrouvé un objet et qui affichent cet événement dans l'espace public. Donc cette solidarité, elle n'est pas uniquement présumée, elle existe. Il y a d'autres sociologues qui ont parlé du lien en partant de la perte. Lynn Loughlin, un sociologue américain, a écrit un article intitulé « Perte et liaison humaine, l'exploration de la nature du lien social », dans lequel il défend l'idée que la perte n'est rien d'autre que la rupture du lien. Loughlin dit que, je cite, « Lorsque certains occidentaux modernes subissent la rupture d'un lien qu'ils définissent comme significative, ils éprouvent une combinaison inconfortable de symptômes physiques et psychiques, généralement appelés chagrin. » Fin de la citation. Et Samuel Wallace, qui a travaillé sur l'impact du suicide d'un proche, dit la chose suivante. La perte n'est pas simplement la perte d'un objet, une relation, un statut, une manière d'être se perd aussi quand quelqu'un ne fait plus partie de notre vie. L'objet ou la personne perdue emporte également avec elle la part de notre moi qu'ils seuls ont entretenue. Donc, dans son article, Loughlin nous propose une typologie de liens qui nous attachent aux autres. Et cette typologie montre pourquoi on accorde de la valeur à ces liens. Donc, le premier type est le partenariat de rôles. Il y a certains rôles sociaux qui nécessitent un autre, un pôle opposé, pour compléter le tableau structurel. On est toujours le fils ou la fille d'une mère ou d'un père, même si les possibilités de configuration imaginables se sont largement multipliées. J'ai perdu mon père, par exemple, il y a très longtemps, ce qui fait que je ne peux plus réaliser le script père-fils avec lui. Peut-être pour les étudiants qui étaient dans mon cours de hier, peut-être le lien entre la perte et moi-même est là. Parfois, il y a des objets qui, certes, ne remplacent pas les personnes disparues, mais qui permettent de maintenir la mémoire qui représente le lien qui ne peut plus être vécu en performance, ce lien. Je cite un avis de recherche. J'ai perdu mon iPhone 5 Gold. Il ne fonctionne plus car il est bloqué. Donc, je vous prie bien vouloir me le retourner.
une récompense sera attribuée à la personne me le retrouvant et me le ramenant dans l'état. J'avais des photos de souvenirs de mon père qui est décédé. Fin de la citation. Donc l'objet devient ainsi le médium qui permet de garder le lien vivant en quelque sorte, d'adoucir le chagrin lié à la perte. Ce cas de figure, on le retrouve aussi dans d'autres avis de recherche quand les gens, par exemple, parlent de la valeur sentimentale d'une bague ou d'une trompette. Avis de recherche retrouvé hier en face de l'hôpital. Perte d'une trompette avec valeur sentimentale. Qui sont même prêtes à payer une récompense, donc de dépenser de l'argent pour un objet qui ne vaut peut-être monétairement plus rien et qui n'a peut-être pas non plus une valeur d'usage. Donc d'être prêt à payer une récompense fait de ces personnes en quelque sorte des collectionneurs ou des archivistes de leur propre histoire. Un deuxième type de lien est l'assistance mutuelle. Il y a plein de choses dans nos vies qu'on ne fait pas tout seul, qu'on ne peut pas faire sans l'aide des autres. La perte d'une personne rend nécessaire de retrouver ou de trouver soit un remplaçant pour l'aide que l'autre nous a procurée, soit d'apprendre soi-même de le faire à sa place, ce qui demande donc une redéfinition de soi. On peut penser à des couples avec des tâches partagées où l'un s'occupait tout le temps des questions financières et administratives. Une telle perte peut être vécue comme une sorte d'autonomisation forcée. Troisième type de lien, c'est la mise en lien avec d'autres. Donc la perte de quelqu'un ou de quelque chose peut engendrer la perte de tout un réseau d'autres personnes ou d'autres activités qu'on a pu faire grâce à cette personne ou grâce à cet objet. L'objet perdu était donc un point d'ancrage dans un réseau qui est ainsi perdu. Parce qu'on peut faire la différence entre les liens forts, serrés et les liens faibles ou lâches. Je vous invite d'ailleurs à lire l'article « La force des liens faibles » de Marc Granovetter, je vais l'écrire tout à l'heure. Donc ces derniers, ces liens faibles peuvent ainsi facilement disparaître quand on perd une personne. On peut penser par exemple à la chorale à laquelle notre partenaire de vie a participé et cette chorale a organisé plein de sorties et plein de rencontres tout au long de l'année et à partir du moment où il n'est plus là, comme nous on ne faisait pas partie de cette chorale, on peut perdre ces liens. On peut aussi penser à l'objet de collection, par exemple, qui était la porte d'entrée pour la participation d'un réseau d'amateurs. Quatrième type de lien, création et maintenance du soi. Il y a certains aspects de notre identité qui sont fortement liés à l'existence d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle en interactionnisme symbolique un autre signifiant. Significant other. On peut penser aux profs de musique qu'on a eus au lycée et qui représentaient pour nous notre passé du musicien. On peut penser aux copains avec lesquels on a fait du surf pendant plusieurs années et qui permet, malgré le fait que ni lui ni moi on fait encore du surf, on peut maintenir cette définition de soi en tant qu'ancien surfeur. Si ce copain disparaît, il prend avec lui l'image qu'on se fait de nous parce que le lien ne peut plus être mis en acte, il n'est plus créé au sein d'un échange avec ce copain sur l'histoire qu'on a partagée uniquement avec lui. Cinquième type de lien, support de mythes réconfortants. De vivre d'une manière confortable
nécessite l'abstraction de plein de hasards d'existence, l'abstraction de changements brutaux auxquels la vie peut nous confronter, et avant tout la mort. Il y a des personnes ou bien des choses qui nous permettent d'entretenir ce genre de mythe que le monde va toujours rester ainsi. Moi, j'ai pensé par exemple à 2 copains d'enfance qui habitent toujours dans notre village natal où on a grandi ensemble. Et malgré tout changement de ce lieu, la modification de sa physionomie, des nouveaux bâtiments qui ont été créés, des nouvelles personnes qu'on peut croiser dans la rue, ces 2 copains me procurent le sentiment que ce lieu reste inchangé. Et ce mythe sera uniquement détruit le jour où le dernier de ces 2 personnes disparaît. Pour utiliser l'exemple des avis de recherche à nouveau, la possession d'un animal de compagnie permet également de maintenir le mythe qu'on est quelqu'un de responsable, conscient de nos responsabilités et toujours prêt à les assumer. La perte d'un animal porte atteinte à ce mythe, à l'image qu'on se fait de nous-mêmes. C'est pour cela que, à mon sens en tout cas, qu'on retrouve sur certains avis de recherche des actes langagières permettant de maintenir ce mythe malgré la perte. Déjà parler d'une disparition et pas d'une perte prend la distance avec une potentielle accusation d'avoir été irresponsable. Ensuite, il y a une distinction entre perdu et volé qui apparaît à plusieurs reprises dans mes données. Je vous donne un petit exemple. J'ai perdu mon chien ce 13 dans la soirée. Depuis, plus de nouvelles. Je pense qu'on me l'a volée, sinon elle serait déjà revenue. Fin de la citation. Donc j'ai malheureusement pas le temps de faire une analyse herméneutique approfondie de ce texte, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur quelques stratégies supplémentaires permettant de maintenir l'image de la personne responsable. Un chien, peu importe s'il était perdu, s'il a disparu ou si on l'a volé, ne peut pas donner des nouvelles. Comme cette phrase apparaît en début du texte, juste après l'annonce de la perte du chien, cette phrase-là, elle ne peut faire que référence à ce sujet qui aurait pu donner des nouvelles. Donc on a là une humanisation d'un animal, ce qui caractérise aussi le lien que la personne a avec ce chien. Et on retrouve également dans d'autres avis de recherche, par exemple, quand c'est l'animal qui écrit son propre avis de recherche, comme par exemple « Je suis une petite femelle, je porte une chemise blanche », etc. Donc de plus, la dernière phrase, sinon elle serait déjà revenue, doit être interprétée de manière suivante. Pardon. Arrête. Excusez-moi. Alors vous gardez en tête, c'est sinon elle serait déjà revenue. Donc l'interprétation que je vous propose, c'est la seule explication de son absence est qu'elle a été volée parce qu'il n'y a aucune raison qui pourrait faire qu'elle ne revienne pas chez moi, parce que chez moi, elle a la belle vie, elle aime bien être chez moi. Le titre m'échappe, mais il y a un bouquin de jeunesse qui vient d'apparaître de quelqu'un qui également a commencé à collectionner des avis de recherche et qui crée à partir de ces avis de recherche des histoires. Donc, par exemple, qui écrirait une lettre au perdant en disant « Non, mais on ne m'a pas volé, j'ai juste croisé un autre chien et là, on est en train de s'amuser.
je peux vous rapporter la référence, c'est super ce bouquin. Merci Claire d'ailleurs. 6e type de lien, maintenance de la réalité. Alors, il existe certains liens qui nous permettent de construire notre propre façon d'appréhender le monde, de construire nos interprétations du monde, de donner sens au monde qui nous entoure. Par un échange perpétuel avec nos partenaires de vie, nos amis les plus proches, on construit, mais surtout on valide en permanence, de manière performative, cette réalité qui est la nôtre. La validation de cette réalité, qui va de soi pour nous, nécessite une confirmation continue à travers des interactions avec ces personnes qui partagent la même façon de voir le monde et de l'interpréter. Perdre la connexion avec ces personnes revient à perdre la connexion avec ce monde qui est le nôtre. 7e type de lien, maintenance des futurs possibles. Avoir une mère, par exemple, permet de vivre l'expérience d'un fils qui construit sa propre famille, donc de voir l'évolution de sa propre mère en grand-mère, ou la transformation, et aussi de voir se transformer soi-même en père de famille face à sa propre ascendance. Perdre, au contraire, un enfant en bas âge fait qu'on est privé de la possibilité de devenir grand-parent. Perdre sa femme à l'âge de 55 ans enlève la possibilité de réaliser le futur envisagé, le futur retraite bien méritée qu'on avait imaginé ensemble. Et donc pour terminer mon intervention, je voudrais rajouter à la typologie qu'a proposé Loveland un aspect qui me semble qui apparaît pas à mon avis. C'est donc ma petite pierre apportée à la connaissance existante, si j'ose dire. Et pour ce faire, je me permets de citer de nouveau 2 avis de recherche. Premier avis, perdu Ozzy, chien croisé, petite taille, couleur noire, 15 kg, porte collier plus harnais, plus médaille, pucé, castré, craintif. Et craintif écrit en grand, en gros et en rouge. Et un avis de trouvaille est formulé ainsi. Trouver jolie et gentille chatte rousse et blanche avec des poils un peu longs et très doux. Vous vous moquez du chagrin des gens, hein? Et ce n'était pas encore fini. Très gentil et câline. Fin de la citation. Donc avec la perte d'un être vivant, on perd également l'attention corporelle qu'on lui apporte et que lui nous apporte. Les câlins, les caresses, etc. Et les sensations que cette attention corporelle nous a ont sur nous. Donc l'homme n'est pas uniquement un être d'esprit, on le sait, mais également un être corporel. Il est sans corps. Le lien corporel avec d'autres êtres vivants nous fait prendre conscience de notre existence corporelle, nous fait sentir notre corps. Ces dernières années, les films ont fleuri sur la sexualité des personnes âgées. Je pense notamment à La chambre d'en face de Michael Noer et Septième ciel d'Andreas Dresen, un sujet qui a été tabou jusqu'à présent. C'est entre autres avec l'âge que les rapports corporels aux autres et au monde peuvent se perdre, ce qui peut entraîner une perte de la conscience corporelle et donc du lien qu'on a avec notre propre corps. De plus, donner un aperçu de la connaissance de la vie émotionnelle du chien, parce qu'il est craintif,
montre qu'il y a à la fois un lien qu'on pourrait éventuellement nommer épistémique, je ne sais pas, peut-être. Je te connais et toi, tu me connais. Et cette connaissance peut aller jusqu'à la connaissance des émotions les plus intimes et nous procurer ainsi une forme de reconnaissance de qui on est qu'aucun autre lien pourrait nous apporter. Si l'être vivant n'est plus là, cette connaissance, elle n'a plus de valeur parce que celle-ci était attachée directement à l'être lui-même. Et enfin, la citation attire aussi l'attention sur le fait que nous sommes liés émotionnellement les uns aux autres. Cela veut dire que la tristesse de l'autre nous touche, peut aussi nous rendre tristes ou faire émerger la compassion. Bref, les émotions des autres ont un impact sur notre vie émotionnelle. On peut penser aux amis avec lesquels on partageait régulièrement des fous rires, allant jusqu'aux maux de ventre. Si l'on perd ces gens, on peut perdre également l'accès à cette dimension émotionnelle. Les questions importantes auxquelles l'approche du lien par la perte nous sensibilise sont les suivantes. Jusqu'à quel point on arrive à remplacer le lien qu'on a perdu? Quels sont les liens qui se laissent remplacer ou substituer et quels sont les liens qui sont irremplaçables? Et pour terminer avec une question un peu plus éthique, comment peut-on prendre soin de ceux qui vivent une perte irremplaçable? Comment peut-on faire en sorte que cette perte n'entraîne pas la rupture d'autres liens? Merci beaucoup pour votre attention.